Elle riait. Ce petit rire niais et aguicheur, penché en avant, que j'avais autrefois trouvé charmant. Mais à présent, en l'observant depuis l'autre bout de la brasserie parisienne, dissimulé derrière une banquette à l'éclairage tamisé, alors que la moitié de mon whisky avait déjà disparu, je réalisais que cela n'avait rien de charmant. C'était répété, scénarisé, un numéro qu'elle réservait à celui qui avait le malheur de retenir son attention ce mois-ci. Ce soir, cet homme était assis en face d'elle dans un costume sur mesure bleu nuit, sirotant nonchalamment son vin comme s'il était propriétaire des lieux, et de la femme qui les occupait. Après tout, c'était peut-être bien le cas. J'avais l'enveloppe en main. Du papier velouté, des bords impeccables, et à l'intérieur, le document qui allait bouleverser nos deux vies. Fini de faire semblant. Fini de sourire sur commande pour les photos en jouant les couples parfaits. Fini les mensonges de Roxane. Fini de rentrer chez moi pour l'accueillir avec ses faux baisers et ses excuses bidons. Fini de l'entendre chuchoter « Je t'aime » alors que son téléphone vibrait, posé face cachée sur la table. Je l'ai regardé effleurer la main de cet individu, sans la moindre pudeur, en plein milieu d'un restaurant huppé du 8e arrondissement. Pas la moindre honte. Je la fixais comme un spectateur assistant aux dernières minutes de son propre film, sachant que le générique allait tomber, mais espérant encore un improbable rebondissement. Ils étaient installés à notre table fétiche. Cela m'a fait l'effet d'une claque bien plus violente que prévu. La banquette numéro 19 du café de l'Alma. L'endroit où nous avions célébré nos 5 ans. L'endroit où je l'avais demandé en mariage. Et maintenant, elle s'y trouvait avec lui, riant, buvant, faisant tournoyer son verre de vin rouge comme une intrigante dans un mauvais feuilleton télévisé. Je n'ai pas cligné des yeux quand la serveuse est passée près de moi. « S'il vous plaît », lui ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. « Pourriez-vous remettre ceci à la dame en robe rouge, à la table 19 ?» Elle l'a prise sans se poser de questions, exactement de la même manière que Roxane avait pris notre mariage à la légère, telle une corvée de plus sur sa liste. Je ne l'ai pas retenue, me contentant de me caler au fond de mon siège pour observer la suite. Cet instant a semblé s'étirer au ralenti. Roxane a vu la lettre arriver. Son sourire s'est figé net. Ses doigts se sont crispés sur l'enveloppe au moment de l'ouvrir, s'attendant sans doute à quelque niaiserie romantique de la part d'un admirateur secret. Puis elle a lu les 3 premiers mots, assignation en divorce. Et son petit monde s'est écroulé. Son cavalier s'est penché vers elle, l'air interloqué. Elle a bredouillé quelque chose. Impossible de saisir les mots, mais à la façon dont ses épaules se sont tendues, dont ses yeux ont balayé la salle comme ceux d'une bête traquée, j'ai compris qu'elle savait que j'étais tout près. Elle sentait ma présence. Je me suis levée lentement. C'est à ce moment-là qu'elle m'a repéré. Nos regards se sont croisés et j'ai esquissé un sourire. Le sourire exact qu'elle m'avait adressé 2 mois plus tôt, lorsqu'elle m'avait soutenu qu'elle faisait des heures supplémentaires au bureau alors que son téléphone, toujours connecté à notre espace de stockage familial, avait par inadvertance téléchargé une photo dans notre dossier partagé. Montrant ses jambes enlacées avec celles d'un autre dans un hôtel de charme, à la lueur des bougies, un vin bon marché posé sur la table, et cet homme lui en serrant la nuque comme si elle lui appartenait. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être son mari. Ce soir, je devenais autre chose. Roxane s'est levée d'un bond, la panique inondant son visage. « Maxime, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle sifflé entre ses dents en essayant de modérer sa voix. Son amant s'est tourné vers moi, affichant une assurance hautaine et suffisante, me toisant comme un vulgaire figurant dans son conte de fées. « Passez une excellente soirée », ai-je lancé en saluant l'un et l'autre d'un signe de tête. « C'est vous qui réglez l'addition. Considérez ça comme un cadeau de départ. » Je suis sortie avant que l'explosion n'ait lieu, les laissant mijoter dans leur propre brasier. Dehors, l'air parisien m'a frappé de plein fouet, frais, mordant, délicieusement vivant. J'ai allumé une cigarette, un vieux réflexe que j'avais abandonné le jour où je l'avais rencontré, amusé de constater à quel point la trahison parvient à ressusciter des habitudes qu'on croyait enterrées par amour. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message de Roxane, « Mais qu'est-ce qui te prend par la tête ?» Je n'ai pas daigné répondre. Elle pouvait bien crier, pleurer, rejeter la faute sur moi et tordre la réalité à sa guise, la procédure de divorce, elle, était bien réelle.
Et pour la première fois depuis des années, l'appel était tout autant. Mon téléphone n'a pas cessé de bourdonner de toute la soirée, entre les appels, les textos et les messages vocaux de Roxane oscillant entre des hurlements de rage, des sanglots théâtraux et un silence de mort, mais je n'ai pas décroché une seule fois, non par peur d'affronter la tempête, mais parce que je savais que si j'avais eu le malheur d'entendre sa voix, même à cet instant précis, une part de moi aurait voulu retomber dans le piège de ses mensonges, et cette part-là devait mourir ce soir-là. J'ai roulé au hasard dans les rues de la capitale, les néons de la ville s'étirant sur mon pare-brise comme un souvenir flou, avant de me garer près des berges de Seine, là où nous avions l'habitude de flâner à nos débuts, me rappelant d'elle emmitouflée dans son grand sweat. Pieds nus sur les pavés, simulant le froid rien pour que je la serre contre moi, persuadée alors que ces moments étaient sincères, qu'elle était sincère, alors qu'en y repensant, je me demandais combien de ces instants n'avaient été que des auditions pour le rôle de l'épouse idéale qu'elle voulait me forcer à jouer. Quand je suis rentrée chez nous, il était près minuit et demi, la maison était plongée dans le noir, mais je savais qu'elle finirait par débarquer, et elle n'a pas manqué à l'appel. À minuit 41, la porte d'entrée a claqué avec fracas. Je suis restée assis sur le canapé du salon, bien décidé à l'accueillir dans un calme absolu et inébranlable, prêt à la laisser tempêter et jouer sa comédie. « Tu as complètement perdu la boule », a-t-elle hurlé, ses talons aiguilles matraquant violemment le parquet ciré, furieuse d'avoir subi cette humiliation en public. Je n'ai même pas tourné la tête vers elle. Toi et ton amant aviez l'air de bien vous amuser, pourtant. Ne fais pas l'imbécile, Maxime. Je ne fais rien du tout, je te donne simplement ce que tu espérais secrètement. Elle a étouffé un rire nerveux en balançant son sac à main de marque sur le buffet. Tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe. Oh, rassure-toi, j'en sais bien assez, j'ai les photos, les horaires précis, les factures d'hôtel et toutes ces soirées où tu prétendais travailler tard pour le cabinet. Tu me prends pour un imbécile ? Ses pupilles ont tremblé une fraction de seconde avant qu'elle ne serre les mâchoires. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne m'insulte pas en essayant de me mentir. C'est arrivé combien de fois ? 10, 20 ? Tous les jeudis et certains vendredis ? Ça fait un paquet d'erreurs, Roxane. Un lourd silence est retombé. Elle a fini par s'effondrer sur un fauteuil, à court d'arguments, mais son visage s'est aussitôt durci d'une froideur calculatrice. Tu n'es pas tout blanc non plus, Maxime, a-t-elle lâché. J'ai esquissé un sourcil, intrigué. Vraiment ? Éclairce-moi. Tu n'étais jamais là pour moi, toujours fourré au travail, toujours fatigué, tu avais fini par me regarder comme si je n'étais qu'un meuble. C'était typique, la technique classique de manipulation, renverser la charge de la culpabilité pour se faire passer pour la victime. C'est donc pour ça que tu as invité un autre mec dans notre lit ? C'est ça ta solution ? Elle n'a même pas scié. Au moins, lui, il me faisait me sentir vivante. Cette phrase a été un coup de poignard en plein cœur, mais je me suis levée, la regardant de haut comme s'il s'agissait d'une parfaite inconnue. Tu aurais pu me dire que tu voulais partir, j'aurais respecté ton honnêteté. Sauf que tu n'aurais jamais accepté de me supplier de rester, a-t-elle répliqué d'un ton sec. Cette seule phrase m'a révélé l'exacte nature de la femme que j'avais épousée. Tu es malade, ai-je murmuré. Elle a esquissé un rire sardonique. Tu te prends pour qui ? Pour le preux chevalier qui distribue les assignations en divorce comme dans un film dramatique ? T'es pathétique, Maxime. Je suis peut-être pathétique, ai-je dit en me dirigeant vers l'escalier, mais je ne suis plus ton mari, et c'est la meilleure décision de toute ma vie. Elle s'est dressée d'un bond. Tu vas le regretter. Personne ne t'aimera jamais comme je l'ai fait. Je me suis retournée une dernière fois. Dieu m'en préserve. Et je suis montée à l'étage, la laissant seule dans cette cuisine comme un fantôme hantant un endroit où elle n'avait plus sa place. Je l'ai entendue pleurer un peu plus tard dans la nuit, me demandant si ses larmes étaient vraies ou si elles faisaient partie du spectacle, avant de réaliser que cela m'était complètement égal, car j'avais enfin cessé de m'en soucier. Et c'était la sensation la plus puissante que j'avais ressentie depuis des années. Le lendemain matin, elle était partie, sans un mot doux ni un message, laissant derrière elle un côté du dressing désespérément vide, nettoyé de fond en comble, comme si elle n'avait jamais partagé ma vie, comme si ces 6 années de promesses éternelles n'avaient jamais existé.
Je me suis servi un café noir et amer, tel que je l'aimais avant d'apprendre à l'adoucir pour lui plaire, et je me suis assis à cette table de cuisine en fixant la chaise vide en face de moi. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre à nouveau pour afficher un message de sa mère. Je suis sûr que tout cela n'est qu'un malentendu, parlez-vous, vous pouvez réparer ça. Réparer quoi? Roxane n'avait pas trébuché par accident dans les bras d'un autre, elle avait méticuleusement construit une double vie, mensonge après mensonge, pendant que j'étais trop aveugle pour voir la vérité en face. Je n'ai pas daigné répondre, laissant sa famille se complaire dans sa propre illusion pendant que je tournais définitivement la page de ce rôle secondaire que j'avais enduré bien trop longtemps. J'ai passé la journée à rassembler toutes les affaires qu'elle avait laissées derrière elle, ces minuscules vestiges d'un amour factice fait de flacons de parfums entamés, d'albums de mariage et de mots doux périmés, pour les entasser dans un carton que je n'ai pas brûlé ni détruit. Car cela aurait prouvé que je m'en souciais encore, me contentant de les évacuer de mon espace vital. Vers midi, j'ai reçu un nouveau message d'un numéro inconnu, tu l'as humilié en public, tu n'avais pas à faire ça, émanant sans doute de son amant, mais je me suis contentée de lui répondre par une simple phrase, dis-lui de choisir quelqu'un d'un peu plus intelligent la prochaine fois. Avant de le bloquer à son tour. Le soir même, j'ai retrouvé mon frère Marc dans ce vieux bar étudiant de notre jeunesse que nous fréquentions autrefois, lui avouant toute la vérité après des mois de silence où j'avais esquivé ses appels sous prétexte d'être trop occupé par le travail. Je ne l'ai jamais supporté, m'a-t-il avoué en avalant une gorgée de bière, mais je n'ai rien dit pour ne pas te faire de peine, pensant que tu étais heureux. J'avais besoin de me prendre une sacrée claque pour ouvrir les yeux, ai-je reconnu en souriant. Mieux vaut maintenant que dans 10 ans avec des enfants au milieu. Il a éclaté de rire en saluant mon audace d'avoir balancé les papiers du divorce au beau milieu de son rencard, convenant que c'était une belle manière de solder les comptes. Les jours suivants ont filé à toute allure sans que je ne ressente le moindre engourdissement, traversé par une curieuse légèreté malgré le deuil de cette relation et surtout le deuil de la version de moi-même que j'avais perdue en chemin. Cet homme qui s'excusait de tout et s'effaçait pour ne pas faire de vagues. La date de l'audience d'orientation est arrivée bien plus vite que prévu, et je me suis présentée au tribunal de grande instance vêtue d'un costume anthracite que je n'avais pas mis depuis ma promotion, tandis que Roxane est arrivée avec 20 minutes de retard. Moulée dans un tailleur blanc immaculé pour faire bonne figure, aux côtés d'une avocate au visage fermé, me lançant un regard assassin empreint d'un mépris total, sans la moindre once de culpabilité. Lorsque le juge nous a demandé si nous souhaitions tenter une conciliation, j'ai répondu d'une voix claire et assuré que ma décision était irrévocable, provoquant un soupir agacé de Roxane qui a murmuré quelques mots à son conseil, mais je n'en avais plus cure, car nous avons signé. Nous avons acté la rupture, et nous sommes sortis libres. Sur le parvis du tribunal, elle m'a rattrapé pour me lancer un dernier pic, c'est tout? Tu balances par la fenêtre tout ce qu'on a bâti? On n'a rien bâti du tout, Roxane, ai-je répliqué. C'est moi qui ai construit, et c'est toi qui as tout détruit. Elle a croisé les bras avec morgue, il me traite bien mieux que tu ne l'as jamais fait. J'ose l'espérer, il ne te connaît pas encore assez pour être fatigué de ton numéro. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun son n'est sorti, me permettant de tourner les talons et de rejoindre ma voiture avec la certitude que son emprise s'était définitivement évaporée. Peu à peu, mon entourage a repris contact, mes anciens amis m'ont réinvité à sortir, et même ma mère, qui n'avait jamais porté Roxane dans son cœur, m'a appelé pour me dire qu'il fallait parfois un grand incendie pour nettoyer les bois morts et laisser pousser de nouvelles pousses plus fortes. J'ai repris le sport, j'ai retrouvé le goût des choses simples, je dormais mieux, je riais de bon cœur, et un soir, en contemplant la ville depuis mon balcon avec un verre de scotch, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement survécu à un mariage toxique. J'avais enfin retrouvé l'homme que j'étais avant d'oublier ma propre valeur. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu par colis une boîte noire portant mon nom écrit de la main de Roxane, à l'intérieur de laquelle se trouvait le bracelet en argent que je lui avais offert pour notre 3e anniversaire, balancé là sans un mot d'explication, comme un vulgaire déchet. Ce qui m'a poussé à le revendre immédiatement chez un joaillier du quartier pour utiliser l'argent afin de m'offrir des chaussures de course flambant neuves et un week-end de randonnée en solitaire dans les Vosges, ma toute première escapade rien que pour moi depuis des années. Dans ce petit chalet isolé au milieu des sapins, j'ai rempli des carnets entiers de mots crus, de vérités brutes et de réflexions sur la manipulation sournoise dont j'avais été la victime, comprenant avec une clarté absolue qu'elle ne m'avait pas détruit.
mais qu'elle m'avait simplement révélé à moi-même, balayant toutes mes peurs et m'apprenant à ne plus jamais mendier l'amour de quelqu'un qui ne sait que le consommer. De retour à Paris, alors que je faisais mes courses dans une épicerie bio, je suis tombée nez à nez avec elle, bras dessus, bras dessous avec son fameux amant, l'air un peu plus fatigué que dans mes souvenirs. Et lorsqu'elle m'a interpellée d'une voix hésitante en me demandant si nous pouvions discuter, je l'ai regardée droit dans les yeux pour lui dire que je n'avais plus rien à lui accorder, qu'elle avait fait son choix et qu'il était temps d'en assumer les conséquences. Avant de reprendre mon chemin avec le sourire aux lèvres et la sensation exquise d'une liberté totale. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message inattendu de Léa, une ancienne compagne de fac que j'avais perdue de vue, me proposant de prendre un verre pour rattraper le temps perdu, et même si je n'étais pas à la recherche d'une remplaçante à tout prix, j'ai accepté l'invitation. Découvrant le plaisir d'une conversation simple, sans arrière-pensée ni calcul, avec quelqu'un qui s'intéressait à l'homme que j'étais devenu. Les mois ont passé, effaçant les derniers échos de cette vie passée, et un soir, en flânant dans un marché de nuit, j'ai croisé un jeune couple riant aux éclats, me rappelant le temps où j'étais aveugle au point de confondre la soumission avec l'amour, sans ressentir la moindre amertume. Seulement un immense soulagement d'avoir su dire stop à temps. Arrivé chez moi, j'ai ouvert une vieille application de stockage pour effacer définitivement le dernier dossier étiqueté « Nous », balayant d'un simple clic des centaines de photos obsolètes et de souvenirs empoisonnés qui ne signifiaient plus rien. Avant de m'installer sur ma terrasse pour consigner une dernière pensée dans mon carnet, ne jamais accepter les miettes de quelqu'un qui se nourrit de votre faiblesse, ne jamais confondre la loyauté avec la naïveté. Et se rappeler que la plus belle des victoires consiste à se choisir enfin soi-même, car l'histoire qui commençait ce soir-là n'appartenait plus à personne d'autre qu'à moi.